Voilà, encore une fois, bonjour. Nous continuons avec notre formation. On avait fini la partie Python. C'était juste un petit rappel pour ceux-là qui ne maîtrisent pas encore la programmation en Python, de s'y mettre à jour, de voir un peu comment est-ce qu'est Python est un langage trop facile à utiliser, quelles sont les fonctions de base. Et maintenant là, depuis la vidéo passée, nous avons commencé réellement ce que nous appelons la data science. Et dans ça, nous allons parler de l'exploration des données, nous allons toucher un peu à la statistique, à quelques fonctions mathématiques, nous allons parler des machine learning, nous allons parler des deep learning. Et jusqu'à présent, je n'ai pas eu à faire une vidéo où nous parlons des data science de manière théorique, en faisant les slides pour montrer un peu le branche de l'intelligence artificielle. Alors mes vidéos, si vous constatez bien, ce sont des vidéos très pratiques. Il y aura un moment où nous allons revenir maintenant pour donner des bases théoriques sur ça. Ce sont des bases qui se trouvent déjà sur l'internet, sur Google, très facile à trouver. Alors l'objectif dans mes vidéos, c'est de vous apprendre et de vous amener à bien pratiquer et à bien comprendre ce que fait réellement la data science. Voilà, la fois passée, nous avons eu à commencer avec Python. Pour ceux-là qui se rappellent, après avoir fini avec les fichiers, ainsi de suite, nous avons parlé des Python, des NumPy, nous avons parlé des modules. On a dit que le langage de programmation Python utilise beaucoup plus de modules. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des modules et ils mettent ça à la disposition des gens gratuitement. Ce sont des modules open source. Alors c'est ce qui fait aussi la force du langage Python par rapport à d'autres langages de programmation. C'est-à-dire que le fait qu'il y a plusieurs modules qui sont libres à utiliser et ça rend la programmation vraiment très facile. Alors dans cette partie des data science, nous allons beaucoup plus utiliser les modules, mais ce qui fera la particularité ici, pour chaque module que nous allons utiliser, nous allons expliquer qu'est-ce qui se passe derrière réellement. Comment est-ce que les modules là parviennent à faire les différentes fonctions qu'on lui demande de faire en fait. Et le tout premier module qu'on avait utilisé, c'était NumPy, que nous avons vu ici. Nous avons eu à créer juste un tableau avec NumPy et montrer comment est-ce que nous pouvons exécuter. Nous avons vu comment est-ce que NumPy exécute les choses. Réduit vraiment les temps d'exécution. Nous avons parlé des dimensions. Ici, nous parlons des dimensions. Ici, nous parlons des shapes. Et nous avons créé plusieurs matrices. Nous avons créé plusieurs matrices. Nous avons par exemple créé cette matrice ici. Et puis, nous avons aussi créé l'autre matrice. Ici, nous voyons que Y a des dimensions 2. Ça, c'est une matrice à 3 lignes. 4 lignes et 3 colonnes. Ici, c'est 2 lignes et 3 colonnes. Et on nous dit que Y est de dimension D et Z aussi est de dimension D. C'est-à-dire, quelles que soient les N lignes que nous avons et les N colonnes, mais les deux matrices ont une même dimension. Par contre, je vous avais montré comment est-ce que nous pouvons créer une matrice de dimension 3. Ici, en créant cette matrice ici, qu'est-ce que je fais? Ça, en fait, c'est une matrice comme ça. Et l'autre aussi, c'est une matrice comme ça. C'est comme si nous avons l'axe des X, l'axe des Y et puis l'axe des Z. Hein? Donc, nous avons vraiment 3 dimensions où chaque élément est en train de se projeter dans tel ou tel autre secteur. J'avais dit que nous allons revenir là pour expliquer ça un peu de manière très pratique et très facile à comprendre. Et quand nous avons checké la dimension, nous avons vu que notre matrice ici est de dimension 3. Et de dimension 3. Et le shape est 3 aussi. Alors, c'est un peu ça. Aujourd'hui, on avait dit que nous allons parler de l'indexation. Il y a plusieurs fonctions qu'on avait données. 0, year, once. On avait dit, nous pouvons aussi checker les différents types. Il suffit juste de prendre le nom de votre vecteur ou bien de votre matrice, mettre point en dit
type, qui veut dire data type, pour renvoyer les types de données se trouvant dans cette matrice-là ou bien dans ces vecteurs-là. Et on peut aussi créer une matrice diagonalisée avec NumPy. Il suffit juste de faire appel à la fonction diag, où vous mettez les éléments qui vont se trouver au niveau de la diagonale. Il va te renvoyer une matrice des zéros partout avec la diagonale des valeurs que vous avez à fixer. Alors, c'était un peu ça ce qu'on avait parlé la fois passée. Nous avons montré comment est-ce que nous pouvons récupérer les types, les différents types pour une matrice ayant des valeurs complexes, réelles, des entiers, des strings, ainsi de suite. Aujourd'hui, j'avais promis qu'on devait parler de l'indexation en fait. Alors, ceci est aussi très important. Nous allons encore reprendre. Nous commençons avec notre déclarant range, comme ça. J'ai dit 10 par exemple. Ceci, je sais déjà que j'ai un vecteur ayant 10 éléments. J'ai un vecteur ayant 10 éléments, c'est-à-dire commençant des 0 jusqu'à 10. Et du coup, avec ceci, avec ces vecteurs ici, j'ai la possibilité de trouver par exemple la position d'élément tel ou bien la position de tel autre élément. Si je dis par exemple x, je dis par exemple print, je dis x, donc je fais appel au vecteur. Et puis, j'ai dit, mais imprime-moi l'élément 6. Qu'est-ce qu'il me donne? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Il me donne le sixième élément. C'est-à-dire quoi ça? J'ai dit que imprime-moi l'élément se trouvant dans l'indice 6. Il va me les renvoyer de cette manière ici. Et de la même manière, comme j'avais dit aussi que nous avons cette possibilité-là, si vous vous rappelez bien encore, j'ai fait ceci. NP, prenons, générons une matrice avec... par exemple, j'ai dit 1, 2, non, 1, 8, 6, 4, et puis 5. Ceci, qu'est-ce qui va se passer? Il va me générer une matrice de 5 colonnes, 5 lignes, avec la diagonale de 1, 8, 6, 4, 5. C'est ce qui va se passer ici. Regardez, quand j'exécute Y, effectivement, ça me donne cette matrice ici. Ça me donne cette matrice ici. Alors, j'ai la possibilité, parce que ça me donne l'élément. Ça, c'est très facile quand nous sommes face à un vecteur, où on dit que donne-moi l'élément à la 6e position. Mais maintenant, quand nous sommes face à une matrice, comment trouver l'élément se trouvant par exemple là, ou bien là? Ceci veut dire quoi? Donne-moi l'élément se trouvant à la 4e ligne et puis 4e colonne. C'est-à-dire l'intersection des x et j. Par exemple, ça c'est la 1e ligne, ça c'est xi, et ça c'est j, la colonne j. J'ai dit que les x et j, c'est ça. Alors, comment faire pour afficher l'élément se trouvant dans cette position-là? C'est tellement simple. C'est comme nous l'avons fait au début, comme nous l'avons fait déjà à la cellule précédente. Il suffit seulement de faire appel à la matrice, mais cette fois-ci, je lui dis, je vais récupérer 4e élément, 4e ligne et puis 4e colonne. Bon, prenons même 3e ligne, 0, 1, 2, 3, oui. Bon, 0, j'ai dit 2e ligne, 0, 1, 2, et puis 0, 1, 2. Et puis 2e colonne. Regardez, il va m'afficher 6. Il va m'afficher 6. Voilà, il me donne 6. Et si je les modifie, je dis ici par exemple 4, il va m'afficher 0. C'est-à-dire quoi? 2e ligne, mais 4e élément 0, 1, 2, 3, 4. Mais si je mettais alors 6,
il me donne l'erreur. Pourquoi? Parce qu'il me dit que le size est de 5. L'élément que vous avez indiqué, ça n'existait pas. Moi, je n'arrive pas à le trouver. Parce qu'il compte à partir de 0, 0, 1, 2, 3, 4. Il doit s'arrêter à 4. Même si je mets 5 ici, j'aurai l'erreur. Même si je mets 5, j'aurai l'erreur. Mais si je mets par contre 4, il va me renvoyer 0. Il va me renvoyer 0. Alors, j'ai la possibilité avec ça, par exemple, de dire quatrième élément et puis quatrième ligne pour trouver 5 ici à la fin. Il va me renvoyer ça très très facilement. Alors, avec l'indexation, nous trouvons que c'est très facile. Avec cette même possibilité, j'ai aussi cette possibilité-là d'assigner, en fait, d'affecter une valeur, par exemple, là où il y a 0 ici. Je peux changer la valeur de 0 en lui donnant, par exemple, une valeur quelconque, par exemple, 26, 21, 47. Qu'est-ce que je fais? Il suffit juste de faire appel à la matrice. J'ai dit que quatrième ligne, mais j'aimerais que la deuxième colonne puisse prendre la valeur 21. Et puis j'ai dit imprime-moi Y. Regardez la matrice qui sera affichée. Effectivement, je viens d'affecter 21 à ce niveau. Alors, c'est un peu l'avantage avec NumPy, où les choses sont vraiment faciles, vous les manipulez et vous affectez des valeurs sans pour autant vous inquiéter. Sans pour autant vous inquiéter. Vous pouvez dire que non, à partir d'ici, je peux affecter une valeur là, je peux affecter une valeur de l'autre côté, je peux visualiser, je peux récupérer. Tant que vous avez la possibilité de récupérer cette valeur-là, alors vous avez aussi la possibilité d'ajouter quelque chose là-dessus, de faire l'addition, de soustraire, de faire tout ce que vous voulez en fait. De faire tout ce que vous voulez et ça sera affecté sans problème. Alors, nous avons aussi cette possibilité-là de prendre par exemple une partie des données. Une partie des données. Regardez notre vecteur, le vecteur X qui commence de 0 à 9. De 0 à 9. Prenons maintenant que moi j'aimerais tout simplement afficher. J'ai dit X. Qu'est-ce que j'aimerais afficher? J'aimerais afficher le premier élément, ou bien 1. Je saute 2, 3, j'affiche 4. Je saute 5, 6, j'affiche 7. Et je m'arrête là. Comment est-ce que je dois le faire? Je n'ai pas besoin, avec d'autres langages de programmation, de commencer à faire la boucle for i, allant comme ça, de parcourir. Non. Avec NumPy, c'est simple. La beauté de la programmation avec NumPy, c'est que les choses deviennent très faciles. Il suffit juste seulement de dire que non, dans le vecteur X commence par l'indice, par l'élément 1. Et après ça, part jusqu'à l'élément 9, mais fais-moi les sauts des 3 éléments. C'est-à-dire, après le premier élément, tu vas sauter D, tu vas récupérer le troisième. Ça veut dire quoi? Regardez quand je vais imprimer. Il me donne exactement ce que je vous ai dit. 1, 4, 7. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que, je mets ça comme commentaire, la structure ici veut dire tout simplement, le premier c'est le début. Indice début, indice du début, suivi de l'indice de la fin, et puis suivi des étapes ou bien le pas. J'appelle ça les pas. Voilà. Et j'appelle ça les pas.
Voilà. Si je modifie ici, par exemple, je mets 2, qu'est-ce qui va se passer? En réalité, vous pouvez mettre la pause et puis essayer un peu de revenir pour checker qu'est-ce qui va se passer. Moi, ce que je comprends, c'est que je vais commencer ici. Je saute ça, je vais afficher 1, 3, 5, 7 et puis 9. Un, 3, 7 et 7. Je dois... Oui, il ne faut pas oublier que l'indice ici, c'est exclusif en fait. L'indice de la fin est exclusive. Exclusive. Voilà, comme ça. C'est-à-dire que l'indice de la fin ne sera pas compté. L'indice de la fin ne sera pas compté. Ça sera exclu dans les rappels de la chose. Alors, c'est un peu de cette manière ici que nous pouvons récupérer une partie. On appelle ça le slicing. Slicing, comme ça. Je mets ça comme commentaire ici au début. Ça s'appelle slicing dans la programmation en Python. Ça s'appelle slicing. Donc, c'est-à-dire quand je dis que j'ai fait slicing, je vais récupérer une portion des données se trouvant dans le jeu des données. Ce que je suis en train de donner ici, ça semble être vraiment pas important, mais vous allez comprendre quand nous allons passer déjà à l'étape suivante, à la vidéo suivante, quand nous allons manipuler les données réelles, vous allez comprendre comment est-ce que ces petites fonctions joueront un rôle très très important pour notre apprentissage. Alors, de la même manière que nous le faisons, je peux dire aussi que non, j'aimerais par exemple que dans X, j'aimerais remplacer à partir de 0, 1, 2, 3, 4. Mais si j'arrive à 5e élément, tout ce qui vient après, j'aimerais les remplacer par exemple par 68. Cette fonction ici, ça permet de faire quoi? De remplacer, non, ça doit être comme ça, ouais. De remplacer tous les éléments, c'est-à-dire je récupère une partie dans X, il ne faut pas oublier, hein, je vais afficher X, hein, pour que vous puissiez vous retrouver encore. Mon X est là, c'est-à-dire quoi? J'ai dit que 0, 1, 2, 3, 4. À partir de là, qui est le 5e élément, 5e indice, tout ce qui vient après, tu vas me les remplacer par 68. C'est ce qui veut dire avec Python, avec NumPy. Quand je l'exécute, je vais afficher X. Voilà. C'est-à-dire, il me garde la première partie et puis il me remplace tous les restes par une valeur quelconque. La question est de savoir, mais dans quel cas pratique, ceci peut s'avérer important. Vous allez comprendre quand nous allons faire le pré-processing, le traitement des données. Vous allez comprendre comment est-ce que c'est très très important ce que nous sommes en train de donner ici. Vous allez comprendre ça que c'est très 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 important là. Alors, nous allons montrer à quel moment dans le cas pratique nous pouvons l'utiliser et comment est-ce que nous pouvons le faire. Comment est-ce que nous pouvons le faire et je peux manipuler ça comme ça et je peux prendre même un vecteur, affecter ça dans une autre vecteur. Je pense bien qu'on avait déjà parlé de ça au début. Prenons par exemple, j'ai dit que j'ai x, y, je crée z. J'ai dit que z c'est aussi un vecteur NumPy. Un vecteur NumPy qui prend par exemple que 6 éléments. 6 éléments comme ça. J'affiche Z pour vous aider à bien voir les choses. Voilà, mon Z est là. Et puis qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que X, donc je fais ceci,
J'ai dit ceci peut prendre maintenant Z et puis j'affiche X. Regardez ce qui va se passer. Could not what ok. Voilà. Regardez ce qui se passe. J'ai dit que X part de 5. N'oubliez pas, X, je suis là. Ça part de 5, de 1 à 9. J'ai dit qu'à partir de 5, tu vas me prendre maintenant le même élément là de 5. Tu vas commencer à me soustraire moins 1. Tu vas commencer à me les soustraire moins 1. Donc, je fais juste l'inverse de ceci. Alors, ça va prendre 4, 3, 2, 1, 0. C'est-à-dire, j'obtiens maintenant un vecteur allant de 0 à 4 et de 4 à 0. De 4 à 0. Alors, ce sont des opérations que nous pouvons jouer avec. Je ne donnerai pas toutes les fonctions de NumPy ici, mais vous avez la possibilité vous-même de développer, de trouver un peu de tutoriels, de PDF qui parlent de NumPy. Si vous avez trouvé quelque chose que moi je n'ai pas expliqué ici, vous pouvez toujours le mettre dans les commentaires et nous allons revenir pour essayer un peu de bien éclaircir les choses et montrer comment est-ce que cela va marcher, comment est-ce que ça donne. Alors, nous avons aussi la possibilité, par exemple, d'utiliser la même mémoire. Ça s'appelle les views. Pour ceux-là qui font des bases de données, ils comprennent en fait c'est quoi les views. Je vais quand même vous expliquer quelque chose. J'ouvre un peu autre. Python est vraiment génial. À quel niveau? J'ouvre autre comme ça. Prenons que j'ai une cellule ici. J'ai une cellule comme ça. J'ai dit que ça prend la valeur par exemple 56. 56. Et j'ai dit ceci, c'est X. Ceci est X. Et l'autre est Y. Qu'est-ce qui se passe avec les views? Avec Python, si X a déjà la valeur 56 et que je déclare aussi Y, je lui affecte aussi la valeur 56, Python ne va pas gaspiller la mémoire RAM. Au lieu de réserver encore une autre case mémoire en lui attribuant la valeur 56, Python va faire juste que la nouvelle valeur variable déclarée puisse pointer vers la même case. C'est ce que nous appelons les views. C'est ce qui fait que si je supprime cette case ici de X, Y risque de perdre sa valeur. Alors, comment est-ce que nous pouvons l'expérimenter? Comment est-ce que je peux expliquer ça? Bon, j'ai X, j'imprime X, qui est, bon, j'appelle ça A. Appelons ça A pour une bonne compréhension et ne pas prêter des confusions là-dessus. J'ai dit comme ça. J'ai fait ça et je sais bien que ça c'est A. J'ai dit mais maintenant que B égale tout simplement à A et puis j'ai dit B. Regardez. Ça, c'est A. B va
va part de A, mais il va sauter, ça c'est les steps, hein. Il va sauter de 2 éléments en fait. Il va me prendre 0, 2, 4, 6 et 8. Et ça, c'est un nouveau vecteur de B. C'est un vecteur B, mais qui prend des valeurs directement à partir de A. C'est-à-dire quoi? Les A partagent sa mémoire avec B. C'est ce qu'on appelle les views ou bien les share memory. Hein? Ce n'est pas vraiment dans les termes de programmation parallèle. Ici, quand je parle de share memory, ici, ce n'est pas, il ne faut pas prendre ça dans l'essence des programmations parallèles. Mais ici, c'est que les deux vecteurs, les deux variables partagent la même mémoire des données. C'est-à-dire que A partage sa mémoire avec B. Et comment vérifier que A partage la mémoire avec B? Il y a une fonction de Python qui permet de vérifier ça. J'ai dit NumPy, j'ai dit share memory. Et puis je passe mes deux variables. Si je mets par exemple X et Y, il me dit false. C'est-à-dire X et Y ne partagent pas la même mémoire. Mais si je mets A et B, quand j'exécute, regarde, il me dit true. C'est-à-dire que A et B partagent la même mémoire. Il n'y a pas, ce n'est pas A déclaré à part entière et B déclaré à part entière. Alors ça, c'est une façon aussi, parce que n'oubliez pas que quand vous développez vos algorithmes, il faut tenir compte de la complexité. Un bon algorithme, c'est l'algorithme là qui utilise moins de mémoire RAM aussi. C'est-à-dire que quand vous n'exploitez pas d'une manière abusive votre mémoire RAM, votre algorithme s'avère aussi très très important et puis ça part comme ça. Donc nous pouvons voir que A et B ici partagent la même mémoire. Alors si je vais par exemple attribuer une valeur, je dis par exemple que dans B, à la place de 4, j'aimerais mettre 15. Qu'est-ce que j'ai dit? B, je vous avais déjà montré ça. Donc j'ai fait appel à la variable, à mon tableau. J'ai dit que à l'élément, à la position 2, j'aimerais que tu m'affectes la valeur 15. Et quand j'affiche B, vous allez voir qu'à la place de 4, on aura 15. Voilà, on aura ceci. Donc, j'ai dit qu'à partir de là, j'ai modifié la valeur. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe avec A? Ça, c'est une très bonne question. Parce que B partage la même mémoire avec A. Mais je viens de modifier maintenant la valeur de B. Qu'est-ce qui va se passer avec A? Essayons d'afficher A. Vous allez voir que j'ai modifié la valeur dans B, mais dans A aussi, la valeur vient de changer. Ok? Pourquoi? Parce que la mémoire est partagée. Et ça, c'est très très important. Il faut comprendre ça dans ce sens ici. Et nous allons voir dans la suite comment est-ce que nous allons le manipuler avec les données réelles. Retenez toujours ça. Avec les données réelles, nous allons revenir et nous allons voir comment est-ce que nous pouvons les manipuler. Alors ça, c'est très important de maîtriser cette partie ici des share memory au lieu de gaspiller en fait vos données, votre mémoire RAM. Vous pouvez l'utiliser en partageant tout simplement la mémoire comme ça avec des variables, la modification. Mais attention, quand vous partagez la mémoire, sachez que quand vous modifiez la valeur dans une mémoire partagée, ça se modifie aussi dans votre mémoire principale. Donc, dans la variable principale de votre truc. Alors, je peux aussi copier, par exemple, les éléments de tel, je les copie dans tel ordre. Et j'ai dit, par exemple, A, je suis là. A, je suis là. Je vais copier tout simplement la valeur, certaines valeurs de A dans C. Qu'est-ce que j'ai fait en ce moment-là? J'ai dit que A,
tu vas me prendre la ligne et la colonne. Bon, je saute les éléments comme ça. Et puis, je fais appel à la fonction copie. Je fais appel à la fonction copie. Excusez-moi. Je fais appel à la fonction copie. Comme ça. Et puis, je dis C, par exemple. Voilà. C, il me donne 0, 3, 6 et puis 9. Donc, là, je viens de copier tout simplement. Attention. Vérifions encore notre fameuse fonction. J'ai dit A et C. False. Là, je n'ai pas partagé la mémoire, mais j'ai copié les données. Ok? J'ai copié les données, mais je n'ai pas partagé la mémoire. Je sais bien que ça va paraître trop difficile pour d'autres, mais si vous avez des questions, si vous avez des difficultés, surtout pour la partie data science, la partie programmation, je sais bien que beaucoup comprennent déjà les choses. Dans la partie data science ici, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas de nous poser des questions. Laissez des commentaires, soit envoyez-moi des messages par mon adresse mail, qui est toujours dans la partie description de mes vidéos, pour que je puisse comprendre, partager avec vous les fichiers très facilement. Et si vous avez des coachings de manière un peu plus particulière, n'hésitez pas aussi de nous contacter pour que vous puissiez voir comment est-ce que nous pouvons mieux faire. Et avec ceci, je peux voir que non, je n'ai pas eu à partager la mémoire, même si j'ai modifié comme ça. J'ai dit par exemple que dans C, avec C, à la position 6, je vais mettre tout simplement 16 et je dis C ici. Et vous allez voir que ça ne va pas affecter les A. Et quand je mets A, ça n'affecte à rien la valeur des A. Pourquoi? Parce que ici, j'ai copié la mémoire, mais je n'ai pas partagé la mémoire. Ce qui est très différent. Alors ça c'est très important. Mais il y a aussi une fonction que nous appelons Fancy Indection. Fancy Indection, c'est une fonction qui est aussi très utilisée, mais nous allons parler de ça plus tard. Mais parlons quand même d'une fonction que nous appelons la fonction masque. La fonction masque, ça permet. Bon, ce n'est pas vraiment une fonction. Bon, je vais quand même masquer les choses. Qu'est-ce que je peux dire dans ce sens-là? Bon, créons un autre vecteur. Non. Ok, restons seulement avec X. Restons seulement avec X, qui est là, notre X est là, notre famille X. Et j'ai dit que extraction, par exemple, qui est une variable tout simplement. J'ai dit, tu vas me prendre la valeur de A, mais tu vas me récupérer toutes les valeurs dont le modulo 0, dont le modulo 2 nous donne 0. Nous donne 0. Et quand j'exécute ça, qu'est-ce que ça va nous donner? Modulo, pour ceux-là qui ne comprennent pas la fonction modulo, allez-y, c'est vraiment la mathématique. C'est très simple. C'est très simple. Quand j'exécute modulo 2, ça nous donne 0. Ça me donne false, false, false. Ok. Et si je faisais alors ça, extraction
extraction. J'appelle ça extraction. Extraction valeur. J'aimerais bien voir la valeur de mes extractions. J'ai dit j'ai extraire ça là. Et puis je lui demande de me renvoyer ceci. Qu'est-ce qui se passe? La liste est vide. Bon, déclarons. Attends, faisons ceci. Déclarons une nouvelle valeur que j'ai dit. J'appelle ça new vecteur. J'appelle ça new vecteur. Comme ça, j'ai dit np.random in. C'est une fonction que je vais expliquer bientôt. J'ai dit par exemple comme ça. Et puis j'ai dit ici new vecteur. New vecteur comme ça. Je vais que ça soit des entiers. OK. Et puis ici j'ai dit prends-moi ça, modulo d doit être égal à 2, et puis là j'ai dit maintenant new vecteur. Comme ça. Bon, pourquoi ça ne marche pas? La fonction voilà, je suis en train de modulo 2 égale 0, c'est ça, c'est ça, c'est ça, trop, voilà, c'est ce que je voulais, voilà. Ici, qu'est-ce que je fais en fait? J'ai les vecteurs et j'ai dit que tu vas m'extraire dans ces vecteurs ici tout le nombre dont le modulo 2 nous donne 0. 17 modulo 2, le reste ne sera pas 0. Donc c'est false. Ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. L'autre c'est faux, l'autre c'est faux, ça 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 c'est vrai. Ça c'est faux, ça c'est faux, et puis ça c'est vrai. Voilà. Et puis je lui dis, bon, extrais-moi maintenant cette partie, extrais-moi maintenant cette matrice là. Et puis il va me renvoyer 8, 0, 2, 16, 0, 10 et puis 14. Voilà. C'est un peu de cette manière ici que nous pouvons aussi extraire quelques éléments, en fait, en imposant une condition quelconque. En imposant une condition quelconque. Voilà. À part ça, nous pouvons aussi affecter par exemple une nouvelle valeur en disant maintenant cette fois-ci, j'aimerais que quand tu rentres dans la valeur principale, dans mon vecteur principal ici, ceci, tu vas me remplacer par exemple toutes les valeurs.
toutes les valeurs extraites, ici, vecteur, tu vas me le remplacer par une valeur quelconque. Remplace-moi ça, je ne sais pas moi, j'ai dit que remplace-moi ça par exemple par moins 25. Moins 25. Et puis j'ai dit, bon, affiche-moi maintenant new vecteur. Voilà. Vous allez voir que partout il y a des valeurs qui sont divisibles par 0, il me les remplace par des vecteurs, des nouvelles valeurs, et ainsi de suite. Voilà, c'est comme ça que ça se présente. Je pense bien que nous avons pris beaucoup de temps, ça fait déjà 40 minutes. Nous allons continuer pour finir peut-être prochainement, parce que nous avons déjà beaucoup parlé sur l'indexation, et il y a aussi la possibilité de faire l'indexation par exemple avec une matrice, un vecteur que vous-même vous voulez utiliser en imposant des pas. Donc j'ai parlé des pas ici. Avec les pas, je vous ai dit que c'est très facile. C'est très facile, il suffit juste de déclarer, c'est-à-dire vous déclarez comme ça. Vous déclarez comme ça, ici c'est le début de la valeur, suivi de la valeur, la plus grande valeur, et ici c'est les pas par exemple. Et quand je fais ceci, il va me renvoyer des nombres aléatoires, mais tous ces nombres là, ça sera compris entre 0 et 100, mais avec les pas de 10. Voilà, donc c'est ce qui sera renvoyé. Alors ceci c'était pour vous montrer un peu comment est-ce que nous pouvons utiliser l'indexation, comment est-ce que nous pouvons manipuler les différentes valeurs. Alors prochainement nous allons parler des opérations sur NumPy. Les opérations sur NumPy. Quelles sont les opérations que nous pouvons faire sur NumPy? Des opérations telles que nous l'avons vu en partie, des opérations de base, booléennes, des opérateurs de base, booléennes, arithmétique, ainsi de suite. Nous allons voir comment est-ce que nous pouvons faire ça. Alors pour aujourd'hui, je vous dis portez-vous bien. On se voit à la prochaine vidéo pour finir, clore avec la partie NumPy. On se voit prochainement. Ciao, bye bye.